Eh ben, donc bonjour, je vais vous parler de ça, qui est donc l'initiative pour une Suisse financièrement solide, souveraine et réfléchie, euh, qui va être plus communément appelée l'initiative Bitcoin. Donc il s'agit d'une initiative populaire. Je vais faire un petit rafraîchissement au cas où il y a des gens qui n'ont pas été à l'école dans les 3, 4 dernières années, puis ils ont un peu oublié comment ça marche le système. Donc je commence, je me présente, je m'appelle Yves Benaïm. Peut-être vous me connaissez sous The Lock sur Twitter. Et ça, c'est mon avatar, si jamais, comme ça, au cas où. En général, moi, ce qui m'intéresse dans Bitcoin, c'est la partie géopolitique. Pour moi, c'est quelque chose qui va avoir un impact mondial sur toutes sortes de gens, sur les pays, etc. On l'a vu avec le Salvador, on l'a vu avec le Bhoutan, etc. Mais c'est quelque chose qui va avoir un impact comme Internet, des choses comme ça. Donc moi, c'est ça qui me préoccupe. Alors évidemment, le prix monte, le prix descend, on parle de choses et d'autres, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie sortir du fiat, réparer la monnaie, etc., etc. Donc, ma présentation, euh, je vais essayer de faire comment dire, de grouper un peu le pourquoi du comment. Donc, suivez-moi. À la fin, il y aura sûrement des questions. Si vous voulez m'interrompre, c'est pas un problème, mais suivant comment, ben, on attend la fin. L'idée, c'est que ça part un peu dans tous les sens. J'en suis conscient, mais normalement, à la fin, ça devrait avoir du sens. Donc, la base, c'est quoi? La base, c'est dans la Constitution, l'article 99. Alinéa 3, la Banque nationale constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit consister en or. Ça, c'est la loi actuellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des réserves monétaires suffisantes, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est suffisant, qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Et puis, une part doit consister en or. On ne sait pas si c'est une grande part, une petite part. Pour l'instant, il n'y a pas de proportion. La BNS a carte blanche. Elle doit gérer les choses au mieux. Elle le fait plutôt pas mal. En Suisse, on est plutôt confortable, l'économie, ça fonctionne, le franc suisse, ça fonctionne. Et elle gère comme ça, mais la loi dit une partie doit être en or. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rajouter à la fin de ce petit alinéa et Bitcoin. De la même manière, on ne va pas dire combien, on ne va pas dire comment, on ne va pas leur dire comment faire leur travail. On va juste dire c'est important d'avoir du Bitcoin, ça devrait être dans la Constitution, ça devrait être quelque chose que la Suisse se force à avoir et donc à comprendre, à maîtriser, à étudier, etc., etc. Alors l'histoire de cette initiative, ça a commencé en 2021, non, en 2020, pardon. Il y a quelqu'un qui m'a, dans le cadre de, je sais plus, une conversation quelque part, qui m'a dit ah, on va faire un truc, ça va être super. J'ai dit ouais, super. Bah, si vous avez besoin d'aide, comme plein de gens me disent maintenant. Et puis en fait, en 2020-2021, la personne m'a dit ah non, mais finalement, je vais pas faire. C'est beaucoup de boulot, c'est compliqué. Donc, si tu veux, je sais pas, récupère le bébé. Mais en tout cas, moi, c'est bon. Apparemment, cette personne n'était pas suisse, si j'ai compris après coup. Donc, de toute façon, elle ne pouvait pas prendre, puisqu'il faut il faut voter fédéral pour avoir le droit de faire une initiative fédérale. Et puis, en fait, bah, je pense que ça ne l'intéressait pas, parce qu'à un moment, elle s'est rendue compte que quand même, c'était du boulot. Et donc, moi, j'ai récupéré le bébé. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas, c'est cool. Alors, en 2021, ben, j'en ai parlé. Et puis, d'un seul coup, il y a plein de gens qui ont réagi. C'était super intéressant. Mais pareil, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Mais je me suis dit que c'était quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, bon, ben, on allait voir comment ça évoluait. Par contre, le timing était important. C'est-à-dire que faire une annonce, c'est bien. Mais lancer quelque chose qui, potentiellement, le but, c'est quand même de changer la Constitution, c'est pas un truc qui se fait n'importe quand, n'importe comment, etc. Donc, j'ai commencé à réfléchir à comment lancer officiellement la procédure. Et puis, en 2022, j'ai approché quelqu'un qui est l'ancien président de la Bitcoin Association Suisse à Zurich, qui s'appelle Lucius Meisser, si ça vous parle, qui était, je ne sais plus s'il est toujours chairman de l'entreprise Bitcoin Suisse, donc à Zug, donc là, le gros machin avec Niklas, etc., qui a un peu fondé Bitcoin Zug. Puis donc, je l'ai approché parce que lui, je savais qu'il était assez connecté, qu'il avait
bien rouler sa bosse à des niveaux que je ne maîtrise pas forcément. Et puis, en plus, il est en Suisse allemande, donc forcément, il connaissait des choses que je ne connaissais pas. Et puis, il m'a dit, ah, c'est une bonne idée, mais il y a un truc qui me titille, que j'aime pas trop. J'aime pas le côté confrontation. C'est-à-dire que ben, faire une initiative, en gros, c'est une espèce de mini-révolution. On est en train de dire, la loi est pas bonne. Et il dit, mais ça, c'est pas comme ça que, enfin, c'est pas suisse, quoi. On discute, on est des gentlemen, on se rencontre, on parle, on essaie de négocier, on essaie d'expliquer. Et puis c'est là où je me suis dit, bah oui, c'est vrai, il a raison. Enfin, la BNS, je vais aller les voir, je vais leur dire, vous devez changer comment vous devez faire les choses. Les Suisses, je vais aller les voir, je vais leur dire, vous avez changé la loi. Et puis ils vont me dire, mais de quoi tu parles? C'est quoi le contexte? Donc, je lui dis, d'accord, mais on fait comment? Comment est-ce qu'on arrive à commencer une conversation? Parce que moi, si je vais sur Twitter et je tweete @BNSSNB, ils s'en foutent, hein, ils ne me répondent pas. Il m'a dit, mais non, le truc le plus simple, et c'est là où tout a commencé, c'était assez rigolo. Il m'a dit, la BNS, c'est une société, c'est une entreprise avec des actions, et les actionnaires, eh ben, une fois par an, ils se réunissent dans une assemblée générale des actionnaires, comme une société normale. Et dans le cadre de ça, les actionnaires, s'ils réunissent un certain nombre de gens qui ont un certain nombre d'actions, eh ben, ils peuvent proposer de présenter quelque chose dans le cadre de l'agenda de l'Assemblée générale, et donc d'avoir un des points de l'agenda qui est une discussion sur un sujet qui va être amené par les actionnaires, comme une société. Je dis, ben, c'est formidable, comment on fait? Il dit, ben, on va proposer qu'ils rajoutent dans l'agenda, à la fin, dans les divers, la proposition de rajouter Bitcoin dans la trésorerie de la BNS. Alors, donc, du coup, en 2022, il s'est présenté, puisque c'était quand même lui qui allait faire un peu le. Il parle suisse-allemand, il parle allemand, il met une cravate, tout ça. Donc c'est lui qui s'est présenté. On était un petit groupe de Bitcoiners. Et puis, il a fait un petit speech et il a dit, voilà, je pense que ça serait pas mal que la BNS, elle ait des bitcoins dans sa trésorerie. Alors, on va sauter ça. La réponse, c'était, la BNS nous a dit, merci, mais non merci. Donc, c'était assez clair. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? En 2023, on a relancé un peu, on a remis une couche, mais c'était un peu discret, puis c'était un peu le bear market, c'était un peu dans d'autres conditions. Et puis, en 2024, eh ben, il est retourné. Et puis, il a fait un topo, il a fait un état des lieux par rapport à 2022 où il en était. Et donc, je vais y venir. Ouais, je vais rester là. Et en fait, ce qu'il a expliqué en 2022, c'était que ce qu'on propose aux gens qui ne connaissent pas bien Bitcoin, mais qui ont envie d'investir, c'est de faire du DCA, donc du dollar cost averaging. On achète un petit peu tous les mois ou toutes les semaines de manière régulière. Ça lisse un peu la volatilité. Et puis, à la fin, on a une moyenne. Et puis, ça permet de bien investir en étant un peu à l'abri des courbes qui montent et qui descendent, puisque le prix fluctue beaucoup. Donc, lui, il avait proposé dans son discours en 2022 de faire un DCA de 1 milliard de dollars, de 1 milliard de francs suisses, pardon, à la place de les mettre dans la dette allemande, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'était allemande ou européenne, on s'en fout. Mais à la place d'investir dans une dette de l'Union européenne, de l'investir dans du Bitcoin qui est plus neutre, et puis 1 milliard tous les mois. Pour être complètement honnête et transparent, ce qu'il a fait, c'est qu'ensuite il a ouvert un document, un tableur Google Spreadsheet qu'il a mis public sur Internet, sur le web. Et puis, il a fait tous les mois, il a rajouté, il a fait sa simulation. Voilà combien ils investissent dans la dette allemande, voilà combien ça ferait s'ils mettaient dans le Bitcoin. Il a fait ça comme ça pendant 2 ans. En 2024, il est revenu et il a dit, si vous aviez investi comme je vous avais dit de le faire, vous auriez fait un bénéfice de 30 milliards de francs suisses. Donc, et c'est transparent, c'est des faits, voilà. Alors, on revient un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? En 2022, donc ça c'est lui, hein, quand on fait une présentation comme ça, à la fin de l'Assemblée générale, il y a une réponse, quand même. Alors, c'est pas, la BNS ne va pas faire voter tout le monde, c'est dans les divers, hein, c'est pas à l'ordre du jour officiellement, mais donc Monsieur Jordan, président de la direction générale de la BNS, il a dit techniquement, ce n'est pas un problème. Si on voulait, on pouvait. On pourrait. Ça nous intéresse pas. C'est ça le truc. On n'est pas convaincu que c'est quelque chose qu'on devrait avoir.
et on considère que c'est pas un bon investissement, ça ne remplit pas les conditions d'un bon investissement selon nos critères. Mais en même temps, si on avait envie de le faire, c'est pas un problème. Je ne sais plus où il le dit, mais c'est pas un problème ni légal ni technique. Si on voulait acheter du Bitcoin, on pourrait. Alors du coup, nous on s'est dit bon bah c'est une bonne réponse. C'est-à-dire qu'ils nous disent officiellement ça ne nous intéresse pas, on s'est penché sur la question. Comme je disais tout à l'heure, on a posé la question, ils nous ont répondu, c'était très courtois, c'était très ouvert. En 2024, le problème c'était qu'entre-temps, en 2024, il y a eu BlackRock qui a considéré que c'était un bon investissement. Puis bon, BlackRock, ça va, ils savent un peu ce que c'est qu'un investissement. Et puis il y avait PostFinance qui commençait à faire des pubs partout pour dire il faut absolument que tout le monde achète du Bitcoin. Donc, PostFinance, je vous le rappelle, ça appartient à la Poste, qui appartient 100% à la Confédération. Donc, la Confédération vous dit à vous, peuple, vous devez acheter du Bitcoin, c'est un bon investissement. Et en même temps, la Confédération, de manière indirecte, vous dit non, on considère que ce n'est pas un bon investissement. Donc, ça ne tenait pas trop la route. Alors, en fait, l'argument de 2024, c'était on n'est pas complètement convaincu pour des questions d'environnement, d'impact environnemental, parce que quand même, Bitcoin, tout ça. Je vais y revenir dans 3 minutes parce que c'est quand même assez cocasse. Alors, on arrête un peu avec la BNS, avec l'historique. Je vous explique juste un tout petit peu comment ça marche, une initiative populaire. Merci. Dans un premier temps, on soumet à l'examen préliminaire, c'est-à-dire que la chancellerie va regarder de quoi on parle, pour éviter des trucs un peu farfelus, pour éviter qu'on dise qu'il faut tuer tous les hommes et garder que les femmes et avoir un roi unique. Ce genre de choses qui, même si ça récoltait 100 000 signatures, c'est pas acceptable. De la même manière, des choses qui seraient trop compliquées au niveau de la Constitution, c'est-à-dire que par exemple on rajoute un article, mais il est en contradiction avec 3 autres articles quelque part ailleurs. Donc là, l'idée c'est qu'il y a des gens qui sont experts dans ça, qui regardent et qui voient que le vocabulaire qu'on utilise est correct, que ce qu'on propose c'est acceptable, etc. Alors nous on propose que 2 mots, on rajoute quelque chose sans rien enlever, on n'est pas en contradiction avec quoi que ce soit, mais potentiellement, ils doivent quand même vérifier ça. Ensuite, ce qui se passe avec l'examen préliminaire, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a le feu vert, on peut soumettre, c'est un formulaire, c'est une petite lettre où on dit, voilà, le comité propose de faire ceci, cela. Et puis à ce moment-là, ils nous tamponnent, ils nous disent merci, et là, ils publient dans la feuille fédérale que cette initiative est lancée. À partir du moment où elle est lancée, on a la récolte des signatures qui commence, et j'ai mis attestation de qualité des lecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, quand je leur parle d'une initiative, ils disent « Où est-ce que je signe? Donnez-moi le lien ». Alors non, une initiative populaire, il faut être signé manuscrit, et il faut que ce soit des feuilles qui sont par commune. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on prend ces feuilles, on les envoie à la commune, et la commune, elle vérifie que tous les gens qui sont bien écrits et qui ont signé sont bien des électeurs de cette commune. Ensuite, ils tamponnent la feuille, ensuite, ils nous renvoient la feuille, et une fois qu'on a récupéré toutes les feuilles, avec toutes les validations, y compris les feuilles, malheureusement, où il y avait quelqu'un qui avait mis n'importe quoi, et puis du coup, c'est annulé. On récupère tout ça. Si on en a 100 000, à ce moment-là, on va à Berne, on dépose nos 100 000 signatures, et puis ensuite, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, ils discutent, ils se rencontrent, ils font des commissions, ils regardent si c'est acceptable, ils regardent s'ils veulent faire un contre-projet. Ils regardent avec les partis politiques quels sont leurs avis, etc., etc. Potentiellement, s'il y a un contre-projet, il y a une prolongation, parce que ça veut dire qu'à partir de là, eux, ils doivent faire un travail supplémentaire pour pouvoir proposer quelque chose. Et puis ensuite, si tout va bien, on vote. Alors, la préparation, normalement, c'est autour des 4 mois. Ça peut aller plus vite, mais il faut compter 4 mois. La récolte des signatures, c'est 18 mois et c'est 18 mois fixes. C'est-à-dire que pendant 18 mois, on a le droit de récolter des signatures, on ne peut pas commencer avant, on ne peut pas finir après. À partir des 18 mois, on le donne au Conseil fédéral et il s'amuse à rigoler avec pendant 30 mois. Ensuite, potentiellement, il y a une prolongation de 12 mois. Et ensuite, après 10 mois ou parfois 16, en fonction de s'il y a des élections, et donc il ne faut pas que ça coïncide avec des élections, il faut que ça soit à l'écart. Finalement, on se retrouve que entre le moment où on commence et le moment où on passe en votation, il y a entre 5 et 7 ans. Donc là, c'est le moment où on commence à se dire, OK, mais
Bon, ok. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on fait ça? Alors, en vrai, c'est une très très bonne question et c'est la première question à poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors la réponse, c'est dans un premier temps, nous, ce qu'on a envie, c'est d'avoir une vraie discussion. Nous, on est bitcoiners, on lit tous les livres, on écoute tous les podcasts, on traîne sur Twitter toute la journée. Pas tout le monde fait ça, pas tout le monde comprend. Et la plupart des gens qui commencent à poser des questions, en général, on leur répond, ça commence à les intéresser. Ils y vont petit à petit. Au bout d'un moment, ils tombent dans le terrier du lapin, ils se laissent pousser la barbe, ils quittent leur job, ils deviennent bitcoiners toxiques maximalistes. Donc ça, on le sait, mais ça met du temps. Donc en fait, le problème, c'est que on ne peut pas orange pill tout le monde, on ne peut pas orange pill tout le monde qui n'a pas envie. Il faut qu'il y ait une vraie discussion. Et cette discussion, l'idée, c'est qu'une initiative populaire, ça oblige à avoir une discussion sérieuse. C'est-à-dire qu'on n'est plus 3 bitcoiners dans leur coin qui disent il faut changer la planète. On est une vraie initiative avec des vraies signatures, avec des vrais gens. Et à partir de ce moment-là, au fur et à mesure que ça avance, plus ça prend de l'ampleur, et spécialement une fois qu'on a les 100 000 signatures, tous les partis politiques ont l'obligation d'avoir un avis sur la question. Ils peuvent dire ça ne m'intéresse pas, ils peuvent dire c'est de la merde. Ils n'ont pas le droit de dire je ne sais pas de quoi il s'agit, ça ne m'intéresse pas d'en parler, ça ne m'intéresse pas de me préoccuper de ça. Donc ça, c'est très intéressant. Dans un deuxième temps, on a envie de discuter avec la BNS. C'est-à-dire que la BNS, de la même manière, aujourd'hui, ils disent ça ne nous intéresse pas. Alors, ça ne nous intéresse pas, c'est une chose, mais la question, c'est est-ce que vous avez étudié la question et ça ne vous intéresse pas, ou est-ce que ça ne vous intéresse pas d'étudier la question? Ce n'est pas la même chose. Nous, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils soient obligés d'étudier la question et qu'ensuite, ils nous disent ça ne nous intéresse pas parce que ceci, parce que cela. Dire c'est pas un bon investissement, c'est pas acceptable. Dire il y a un impact écologique potentiel, c'est pas acceptable. On va venir dans 3 secondes. Et puis on aimerait un débat politique parce qu'on aimerait qu'il y ait des gens et des médias et des politiciens qui commencent à dire mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec la BNS? Pourquoi est-ce qu'il y a ces gens qui proposent ça? Est-ce que c'est parce que les crypto-bros, ils s'en foutent, ils achètent du bitcoin, ils deviennent riches. À quoi ça leur sert de changer la constitution? À quoi ça leur sert que la BNS commence à faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout ça, ça peut avoir un impact aussi en dehors de la Suisse. Parce qu'à partir du moment où la Suisse se pose la question, d'autres pays commencent à regarder et se poser les mêmes questions. Alors là, vous êtes en train de nous dire que je suis super optimiste et puis j'ai un enthousiasme débordant incroyable par rapport à l'esprit politique de la Suisse. Alors, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que je fais ça réellement? Alors, la première raison, c'est que y a beaucoup de gens qui ne sont pas des bitcoiners qui considèrent que la BNS, elle fait très bien son travail, mais la gestion de la BNS n'est pas forcément optimale. Le premier problème de la BNS, c'est que c'est très, très opaque. Aujourd'hui, on sait des choses sur ce qu'elle fait, on ne sait pas des choses, on ne sait pas d'autres choses qu'elle fait. Par exemple, aujourd'hui, c'est tout à fait possible que la BNS possède du Bitcoin. Elle n'a pas besoin de le divulguer, il n'y a personne qui a besoin de savoir. Ça, quelque part, c'est pas normal. Moi, ma théorie, c'est qu'ils en ont déjà. Voilà, parce qu'ils sont pas bêtes, ils savent très bien que c'est un bon investissement, ils savent très bien que c'est quelque chose pour le futur, ils savent. Mais le truc, c'est que c'est très opaque. Et puis, on sait aussi que de temps en temps, bah, quand il y avait la parité avec l'euro, et puis d'un seul coup, il n'y avait plus la parité avec l'euro, puis tout le monde a perdu 30%. Puis ils disaient, ouais, mais avant, c'était bien. Bah oui, c'était bien, mais ce n'était pas très pérenne comme stratégie. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, on a un petit problème avec la BNS. L'autre problème avec la BNS, si on veut aller un petit peu plus loin, et ça, c'est ce que Lucius a dit justement en 2024 pendant sa présentation à l'Assemblée générale, c'est que la BNS, c'est très bien, elle investit dans plein de choses. Elle investit dans tout, en fait. Elle investit dans tout. Elle a un petit peu de tout. Tout ce qui existe sur la planète, la BNS en a un petit peu. C'est bien, c'est sain, c'est une bonne approche. Ils veulent pas bouger les marchés, ils veulent pas faire quoi que ce soit. Mais ils investissent aussi dans la dette américaine, dans la dette européenne. Le problème, c'est que entre ce qu'ils distribuent au canton et à la Confédération et ce qu'ils investissent dans la dette européenne et américaine, à savoir en fait qu'ils financent l'Europe et les États-Unis, ben, il y a une grosse disparité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils investissent plus dans la construction de l'Europe et des États-Unis que dans la construction de la Suisse et dans la gestion de la pérennité du franc suisse et de l'économie suisse. Ça, c'est un peu un problème. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent tout mettre en Suisse? Non, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il y ait un vrai dialogue, parce qu'en fait, en vrai, tout le monde s'en fout, personne y prête attention, mais c'est potentiellement un problème d'un point de vue souveraineté, d'un point de vue neutralité, etc., par rapport à la Suisse, le franc suisse, etc. Ça nous met dans une situation où, en fait, on a des incentives,
des incitatifs qui sont alignés avec le succès de l'Europe et des États-Unis, alors qu'on devrait en fait être neutre par rapport à eux et ne se préoccuper surtout que de ce qui se passe en Suisse. Évidemment, c'est lié, mais les priorités ne sont pas les mêmes. La deuxième raison, c'est qu'on est rentré dans la phase de Then They Fight You depuis un moment déjà, et que ça ne va pas aller mieux, que ça va aller de plus en plus agressif, que ça va devenir assez violent, et que moi, en tant que bitcoiner, je m'inquiète de ça, parce que aujourd'hui, c'est assez libre, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a quand même énormément d'attaques contre Bitcoin et contre la souveraineté monétaire individuelle, pour prendre un terme un peu général. Donc, Then They Fight You, ça vous parle? Vous connaissez la phrase, c'est une phrase qui est attribuée à Gandhi, mais ce n'est pas Gandhi qui l'a dit, au début, ils vous ignorent, ensuite, ils rigolent, ensuite, ils vous combattent, et ensuite, vous gagnez. Donc maintenant, on est dans la phase où ils nous combattent. Je vais y venir, évidemment. Il y a une bombe à retardement qui est en train de se passer, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une course potentielle au Bitcoin qui est en train de se préparer, qui va arriver et qui va faire que, on l'a vu là le week-end dernier, depuis l'élection de Trump, le prix monte. Plus le prix va monter, plus ça va être difficile de s'en procurer. Donc au bout d'un moment, ça devient comme l'or. C'est cher, c'est bien, tout le monde est content, mais on se retrouve à avoir potentiellement des pays qui vont être un peu laissés sur le carreau. Et moi, j'aimerais que la Suisse ne soit pas endormie le jour où ça se passe. Et puis, le dernier truc, c'était comme je disais, la Suisse, tout ce qu'on fait, d'une certaine manière, ça va avoir un impact international. Moi, j'aimerais que la Suisse rayonne plutôt qu'elle soit considérée comme « Ah oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient de l'or, mais maintenant, voilà, ils n'ont plus le secret bancaire, ils n'ont plus ceci, ils n'ont plus cela, ils font un peu de pharma, mais voilà, c'est le chocolat, quoi. » Donc, moi, j'aimerais que la Suisse se positionne par rapport au Bitcoin. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Le web, ça a été inventé juste là à côté. On a une histoire d'Internet, on a une histoire de technologie, on a Google à Zurich, on a le PFL, le PFZ. On n'a aucune raison de ne pas être pionnier dans le Bitcoin. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans les journaux, etc., il y a pas mal de gens qui essaient de tirer la couverture à eux. Il y a Trump qui fait des effets d'annonce, voilà. Mais potentiellement, ces effets d'annonce, ils ont quand même un impact. Et il y a des gens qui vont commencer à se positionner en disant, voilà, la Chine a dit, nous, on fait toutes les puces, et puis les États-Unis vont dire, nous, on fait tout le minage, et puis la Silicon Valley va dire, nous, on fait Internet, et puis la Suisse va à un moment se positionner en disant, nous, on a les services bancaires, c'est pas suffisant, parce que Bitcoin, c'est une technologie, c'est pas juste de l'argent. Donc, on les prend dans l'ordre. Ça, c'est la gestion de la BNS. Donc, 2005, 2022, ça c'est l'année où Lucius a été voir la BNS. C'est la plus grosse perte qu'ils ont jamais faite. Donc ils nous disent que ce n'est pas un bon investissement, et puis après ils annoncent que cette année-là, ils ont perdu 132 milliards. Moi, je rigole un peu. Alors non, justement, en 2022, s'ils s'étaient exposés à Bitcoin, comme il avait dit, entre 2022 et 2024, ils auraient fait 30 milliards de bénéfices. Non, s'ils avaient commencé en 2022 quand il y a eu l'Assemblée générale. Parce que 2022, ce n'était pas un bon moment pour Bitcoin. Au contraire, s'ils avaient acheté avant, 2022 potentiellement. Voilà, mais dans ce sens-là. Mais par contre, non, le truc, c'est qu'effectivement, ça, c'est principalement lié au fait que le dollar et l'euro n'étaient pas bien. Donc, c'est là où ça nous... Alors, ce n'est pas une vraie perte. Il n'y a pas eu... ils n'ont pas perdu des billets de banque, mais ils ont perdu d'un point de vue comptable. Pourquoi? Parce que, justement, on est trop exposé à l'euro et au dollar. Et c'est là où ça commence à poser un problème, c'est-à-dire que on sait que la banque, ce n'est pas des billets de banque et des grosses pièces, mais on sait aussi que potentiellement, une crise dans un pays peut avoir des répercussions dans un autre pays s'il est exposé à sa monnaie. Donc ça c'est un peu un souci. Un autre souci, et puis je vous avais dit que j'y reviendrai, en 2024, dans le cadre de la présentation de Lucius qui disait « si vous aviez investi, ça aurait été bien », il y avait d'autres gens qui sont venus présenter des choses pendant les divers à la fin de l'Assemblée générale, et parmi eux, il y en avait 7 ou 8 groupes différents
qui venaient, l'un après l'autre, dire « vous devez arrêter d'investir dans les entreprises qui font du pétrole et des énergies fossiles ». La BNS a un devoir, une responsabilité morale, éthique, souveraine, de dire « ok, on ne veut pas faire bouger les marchés, mais on ne veut pas cautionner le fracking dans les forêts vierges, etc. » Oui? Je crois que c'est plus indépendant que la Fed même encore. Alors c'est très politique. C'est-à-dire que ça reste quand même la Banque nationale. Non, non, vas-y, vas-y. C'est une société par action, donc l'Assemblée des actionnaires, elle peut décider de changer la manière de faire. Donc, le mandat politique, il est imposé, mais il est très très vague. Voilà. Et puis après, dans les actionnaires, ça doit être voté. Et alors après, c'est ça, c'est qu'après, quand on propose quelque chose en tant qu'on est 3 actionnaires avec 3 actions, c'est pas obligé que ça passe au vote non plus, puisque derrière, le conseil d'administration va décider comment il gère, etc. Donc dans le cadre de ça, ce qui était c'était époustouflant de voir ça, c'était qu'un un groupe après l'autre, chacun venait faire ses 2 minutes où il disait « vous devez arrêter de financer le fracking, vous devez arrêter de financer l'exploitation pétrolière, vous avez un devoir d'arrêter de financer ces entreprises. » Oui? Non, non, vas-y. Qui sont les actionnaires en majorité? Parce qu'on entend Oh, souvent, ouais, c'est les cantons, les choses comme ça. Les non, non, cantons, alors il y a beaucoup les cantons, mais après, il y a des banques, après, il y a des entreprises, des individus, etc. L'Assemblée, elle est énorme, quoi. Alors après, exactement qui il y a, honnêtement, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr si c'est public. Mais c'est possible, je ne sais pas. Il faudra demander. Ça, je me demandais, le mandat politique, en fait, il peut venir aussi de là. S'il y a beaucoup d'actionnaires Alors, oui. En fait, c'est les cantons, bah, du coup, là, ça devient quand même quelque chose de politique, au même titre que la Oui. Poste, au même titre que... Mais le fait de posséder du Chevron, du ExxonMobil et du Total, ça, c'est vraiment comment dire, la gestion financière de l'entreprise qui est de dire on veut avoir 0,1% de tout ce qui existe sur la planète. Comme ça, on ne peut pas nous dire qu'on fait bouger les marchés, on ne peut pas nous dire qu'on prend position. La Suisse est neutre, elle investit dans tout. C'est ça l'idée. Et c'est une excuse qui est assez valable. Par contre, il y a un moment où, en fait, j'y arrive, il y a quand même, dans les directives générales de la politique de placement de la BNS, qui sont des règlements qui se sont imposés à eux-mêmes, ils disent quand même qu'ils ne veulent pas investir dans des choses qui font des dommages à l'environnement et dont le modèle d'affaires repose principalement sur l'extraction du charbon thermique. Alors, le problème de ça, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de ExxonMobil, beaucoup de Chevron, ils ont du Total. Donc, à un moment, il y a quand même, en fait, ils ont quand même officiellement une ligne de conduite qui se sont imposées à eux-mêmes. Donc, ils pourraient tout à fait dire, écoutez, ça, on n'y touche pas. Je ne pense pas que Chevron va faire faillite parce que la BNS a décidé de ne plus investir. Peut-être que l'action va un petit peu bouger, mais voilà. Mais par contre, c'est là où on voit qu'il y a une très, très grosse inertie à la BNS. Parce que à la fois, ils disent Bitcoin, il y a un impact environnemental. À la fois, les 8 groupes qui sont venus présenter, la réponse c'était merci beaucoup. Voilà. On prend note. Oui. Alors, on y arrive. C'est la prochaine slide. Alors, le truc, c'est que justement, après, il y a aussi une certaine hypocrisie parce que la BNS, ils sont pas bêtes, ils achètent un peu de tout, ils prennent la liste du Nasdaq, ils achètent comme ça, et ils ont du MicroStrategy, ils ont augmenté la position de MicroStrategy le dernier trimestre, ils ont du Tesla, qui a aussi du Bitcoin dans ses réserves, ils ont presque $1 milliard de dollars. Ils ont Riot, Hut 8, Marathon, qui sont des entreprises de minage, c'est-à-dire que leur activité, c'est de miner du Bitcoin, et leur réserve, c'est du Bitcoin, et la BNS en a. Bitfarm, c'est pareil. CleanSpark, je ne sais plus, je crois que c'est pareil. Block, c'est l'entreprise de Jack Dorsey qui a aussi beaucoup de Bitcoin. Donc, je vous ai mis les chiffres, le nombre de Bitcoin qu'ils ont dans leur réserve. Donc, si on prend, j'ai fait un calcul dans le train en 5 minutes avec ChatGPT, donc vous ne m'en voudrez pas si ce n'est pas les bons chiffres.
Mais si on prend la proportion, le nombre de shares qu'ils ont par rapport au nombre de shares de l'entreprise et par rapport au Bitcoin qu'ils ont, la BNS a indirectement 1300 Bitcoins. Mais indirectement. Mais ce n'est pas des Bitcoins anodins, puisque c'est des Bitcoins que, pour la plupart de ces entreprises, en l'occurrence MicroStrategy et les entreprises de minage, c'est quelque chose qui est totalement officiel. Ce n'est pas des entreprises qui disent « on a un peu de Bitcoin ». Tesla, on peut dire « on a un peu de Bitcoin ». Là, en l'occurrence, c'est des entreprises qui sont 100% investies dans le Bitcoin. Donc, le fait que la BNS en a, ils ne sont pas bêtes, même s'ils y vont comme ça, allez, fais-moi un coup de Nasdaq, ils savent exactement ce qu'ils ont quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui vérifient ce genre de choses, il y a quand même des décisions qui sont prises, il y a quand même des comités qui prennent la décision pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils investissent, ce n'est pas automatique, et donc en fait, ils savent très bien qu'ils ont des bitcoins de manière indirecte. Alors, ils n'ont pas d'ETF, qu'on le sache pour l'instant, ils n'ont pas encore l'ETF. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait ça? Je vous ai dit que c'était super opaque tout à l'heure. On sait ça parce que ça, c'est le gouvernement américain qui publie. Le gouvernement américain, la SEC, oblige les gros actionnaires des entreprises américaines de publier leur portfolio et ensuite ça devient public. Si ça tenait à la BNS et à la Suisse, on ne saurait même pas ce qu'ils ont. Ils diraient juste action. Non, ils diraient titre. Donc ça c'est là où ça commence à devenir problématique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un peu... il n'y a pas de logique. D'un côté, ils nous disent « faites-nous confiance, mais on ne va rien publier ». De l'autre côté, ce qu'ils publient, il y a des conflits d'intérêts énormes par rapport à ce qu'ils disent. Et en même temps, ils nous disent « non, mais Chevron, c'est cool, ça fait du fric ». C'est pas normal, oui. Juste dès qu'ils achètent l'indice. C'est pas qu'ils achètent des actions, c'est qu'ils doivent, avec la police monétaire, alors, oui, mais ils ne doivent pas. Ils doivent pas. Ils doivent acheter des actions américaines. Oui, mais ils ont décidé de suivre des indices. Oui, oui, bien sûr. Il y a plein d'entreprises américaines, il y en a plein hein, au Nasdaq, qui n'ont pas de Bitcoin et qui ne font pas du Bitcoin dans leur activité. Non, non, ils achètent, ils se basent sur les indices pour acheter les actions. Donc, ils ont les actions de ces entreprises. Oui, mais ils choisissent pas les actions, ils achètent tout le bloc. Oui, mais s'il y avait une entreprise qui s'appelait Hitler Genocide, c'est possible qu'ils diraient c'est dans le Nasdaq, mais on n'y touche pas. Aujourd'hui, ils ont quand même fait le choix de suivre ça, et l'excuse, mais je comprends très bien, hein, mais l'excuse, c'est de dire ah ben nous, on suit les indices. Mais on suit les indices, en même temps, il y a même mon banquier chez l'UBS qui me propose du 1% d'intérêt sur mon compte d'épargne, même s'il suit les indices, à un moment, il regarde quand même le Wall Street Journal pour savoir un peu si ça monte ou si ça descend. Dans le cadre de la BNS, ce n'est pas acceptable de dire on suit les indices. À un moment, ils ont quand même une responsabilité par rapport à la Suisse, ils ont quand même une responsabilité par rapport au reste du monde, au niveau des volumes qui tradent. Et en fait, juste de dire, on a augmenté MicroStrategy parce que les indices, ça monte, donc on achète. Voilà. Alors maintenant, peut-être que c'est vraiment 100% comme ça qu'ils font, mais alors à ce moment-là, il faut renvoyer 90% des effectifs de la BNS, parce qu'ils ne servent à rien. Non, alors après, justement, c'est pas tout S&P 500, mais ils ont un peu le Nasdaq, un peu S&P 500, un peu ceci, un peu cela. Ils font les indices, ils regardent les proportions, ils achètent parce qu'ils disent comme ça, au moins, on ne peut pas nous reprocher de faire bouger les marchés. Mais en même temps, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Alors, une des choses, par exemple, ils disent on veut pas faire bouger et on veut pas faire de vagues. Donc, on achète les bons du Trésor des États-Unis, l'Europe et je ne sais pas où. Et après, on leur dit, mais par exemple, vous pourriez acheter, je ne sais pas, le Venezuela, 0,0001%. Et ah non, ça, on ne touche pas, parce que c'est trop risqué. Si c'est risqué, Riot 8, ils font du mining, des fois ça monte, des fois ça descend, c'est risqué aussi. Ah oui, mais ça, c'est la bourse. Ah bon, non. Ok. Donc maintenant, encore une fois, je ne suis pas en train de refaire complètement la BNS, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je veux juste illustrer le fait que si on va dans la rue, je montre cette slide à 100% des gens dans la rue, il y a 99,99% des gens qui n'ont même pas idée de quoi il s'agit. Ils ne savent pas ce que fait la BNS, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le portfolio, ils ne savent pas ce que sont ces entreprises, ils ne connaissent pas Bitcoin, ils n'ont aucune idée. Et après, on leur dit, mais vous avez confiance dans le franc suisse, vous avez confiance dans l'économie suisse? Bah oui.
Parce que la BNS, ça tient la route, c'est solide. Alors c'est solide jusqu'au moment où ça l'est plus. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que c'est trop opaque pour qu'on puisse dire que tout va bien et que tout ira bien pour toujours. En l'occurrence, 2022. En l'occurrence, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'aime bien prendre des articles de trucs mainstream, parce qu'en général, on dit ouais, mainstream média, ils font de la lèche avec le gouvernement, machin. Ben non, en l'occurrence, même dans mainstream média, même sur CNN, ils disent des fois il y a des problèmes. Donc moi, j'aime bien prendre ça, comme ça, c'est pas extrême comme chose. Donc ça c'est un problème que j'ai. Oui. Oui, alors ça c'est encore une autre histoire. C'est les bitcoins 100% américains, c'est des entreprises qui sont dénominées en dollars, et on sait que les États-Unis vont acheter du bitcoin, donc ils vont dévaluer encore plus leur dollar. Enfin, c'est voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. On peut en parler pendant des heures, hein, on peut écrire des livres comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui a fait le travail pour moi, c'est Block Trainer, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais plus s'il est allemand ou autrichien. Lui, il a fait le calcul, il a dit, voilà, 540 bitcoins juste avec MicroStrategy. Donc, le narratif, il est là, il existe. Moi, je fais le calcul, d'autres gens font le calcul. On se pose un peu des questions. On laisse de côté la BNS, puisqu'on ne va pas parler que de la BNS tout le temps. Then they fight you. Alors, then they fight you, ben, ça, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut traîner un peu plus sur Twitter. Le WEF, ils ont envie de diriger nos vies. C'est super. Il se trouve que l'Europe a aussi envie de diriger nos vies. Il se trouve que l'Europe commence à diriger nos vies, qu'on le veuille ou non. Il se trouve qu'à un moment, les États-Unis, ils ont décidé de, vous connaissez tous le Executive Order 6102, tout va mal, donc on a décidé de récupérer l'or de tout le monde et on va dévaluer le dollar. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit ici. On est potentiellement, ça peut être demain. Aujourd'hui, on est dans une situation où si on commence à être un peu bitcoiner et on commence un peu à se poser des questions sur comment ça marche la vie, etc., et puis on regarde ce qui s'est passé par exemple avec le Covid, les camionneurs au Canada, il y a eu des choses qui sont devenues complètement absurdes, que la veille, si j'en avais parlé, vous m'auriez dit non mais c'est pas possible, ça c'est juste pas possible. Et puis le lendemain, ça avait lieu. Donc on est dans une situation où c'est un petit peu bizarre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que on se retrouve dans une situation où il y a plus de gens qui connaissent Bitcoin, en général, qui comprennent mieux que le narratif, oui, ça va brûler les océans, tout ça, c'est un peu du pipeau. Ça, c'était les gens qui disaient qu'un jour, Bitcoin utiliserait plus d'électricité que toute la planète, quand même. Ça, c'est les gens qui nous disent comment on doit acheter et vendre et envoyer et recevoir du Bitcoin en Suisse, alors qu'ils sont chez eux et nous, on est chez nous, quand même. Donc, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu particulières. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de gens qui comprennent, justement en utilisant n'importe quelle excuse, et en l'occurrence une initiative, c'est une bonne excuse, au niveau des politiques, au niveau des médias et au niveau des particuliers, et que ces gens-là, à un moment, quand on va commencer à leur dire « oui, mais ça, c'est pas bien », ben, qu'ils aient un tout petit peu mieux, une meilleure compréhension. Alors, si on regarde les narratifs de Bitcoin entre il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans et aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Si on regarde la RTS, comment ils parlent de Bitcoin, par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans, c'est le jour et la nuit. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à aller dans cette direction-là, mais je trouve que pour l'instant, ce n'est pas encore assez. Donc, c'est aussi cette discussion-là que j'aimerais avoir. Après, on se retrouve avec des choses qui sont assez rigolotes. Tornado Cash, bah oui, vous avez fait du software, vous allez en prison. Alors, on peut débattre pendant 1 heure, est-ce que Tornado Cash, c'est une bonne chose? Le blanchiment de l'argent sale, tout ça. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui a fait un logiciel. Ce logiciel a été utilisé par quelqu'un de malhonnête. La personne qui a fait le logiciel va en prison. Vous avez fabriqué des chaussures, il y a un terroriste qui utilise ces chaussures, vous l'avez aidé à faire du terrorisme, vous allez en prison. C'est assez phénoménal. On se retrouve donc dans tous les trucs de mixing. Ça, c'est l'ONU. L'ONU qui dit, eh ben, en fait, Bitcoin, c'est pas bien. Ça, c'est Greenpeace. Alors, Greenpeace, on n'aime pas, tout ça. Ceux qui savent, ils savent que la campagne, elle a été financée par un des 2 fondateurs de Ripple. Mais ben, d'un seul coup, Greenpeace, ils disent, Bitcoin, c'est pas bien. Et ils vont dans la rue et ils font des posters et ils font des choses et ils disent, Bitcoin, c'est pas bien. Donc, nous, on est dans cette situation-là aujourd'hui.
Alors, soit on continue à stacker nos sats, et puis on se dit, ouais, moi je m'en fous, si un jour ça pète, je me casse. C'est possible. Ou alors, en fait, la seule manière, à mon avis, de sortir de là, c'est de faire en sorte qu'il y a tellement de discussions que les gens ne peuvent plus ne pas savoir ce qui se passe. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe. Ils connaissent tous le logo, et après, si on leur dit, mais vous achetez du Bitcoin, ils disent, ça va se casser la gueule, je vais perdre tout mon argent. Donc ça c'est un problème. Il y a un autre truc qui est rigolo, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Alors, vous avez tous entendu parler des monnaies numériques de banque centrale, sinon je vous explique en 2 mots. Vous imaginez Bitcoin, mais c'est la banque centrale qui la fabrique. Donc ça veut dire que c'est 100% centralisé. Et puis, comme ils ont fait des expériences récemment en Chine, en Thaïlande, en Europe, ils font des tests où ils font une monnaie qui expire. Si vous ne l'utilisez pas, elle disparaît, comme des bons cadeaux. Ou alors, il faut une monnaie où, en fonction de comment on l'utilise, elle va avoir des bonus ou des malus. Vous avez trop utilisé d'essence, enfin acheté d'essence, et vous ne pouvez plus acheter de viande. Parce que vous avez en fait une taxe carbone à l'intérieur de la monnaie elle-même. Alors lui, je ne sais pas si vous le connaissez, il est formidable. Donc lui, c'est la Banque internationale des règlements, BRI, Banque des règlements internationaux. Ils sont à Bâle, donc c'est chouette, c'est la Suisse. C'est là où la Suisse se retrouve dans une situation où de nouveau on est au centre et tout le monde a les yeux sur nous. Donc c'est la banque centrale des banques centrales. Et lui il dit, et ça c'est une citation mot pour mot, le lien il est là, je pourrais vous l'envoyer. Il nous dit, ce qui est génial, c'est qu'une monnaie numérique de banque centrale par rapport à du cash, on nous dit c'est comme du cash, mais en fait ce qui est bien avec la monnaie numérique de banque centrale, c'est qu'on a le contrôle. Donc on peut traquer, on peut punir, on peut encourager les comportements qui nous plaisent ou décourager les comportements qui ne nous plaisent pas, et on a la technologie pour le faire. Et ça va plus loin, et c'est là où il faut lire un tout petit peu entre les lignes, et ça commence à devenir très très problématique en ce qui me concerne, c'est qu'il nous dit, si une économie, donc j'aime bien, ils disent advanced economy, c'est-à-dire les blancs en fait, les blancs le nord, et third country, c'est pas un pays tiers, c'est un pays du tiers-monde. Donc si une économie comme les États-Unis, l'Europe, fait une CBDC, et que quelqu'un dans un autre pays voudrait utiliser cette CBDC, il faut penser que la moitié du monde utilise le dollar parce qu'ils sont dans une économie qui est pourrie, que leur monnaie se casse la gueule et qu'ils ont besoin du dollar pour essayer de mettre un peu d'argent de côté pour se protéger contre l'hyperinflation. Eh bien, en fait, on va se retrouver qu'il y aura un contrôle de la part de l'émetteur, c'est-à-dire que les États-Unis pourront, parce qu'ils se sont serrés la main avec le Venezuela, dire, vous savez, on va désactiver ou on va saboter le dollar que vos citoyens utilisent. Pourquoi? Parce que c'est électronique et que ces gens-là, ils ont du cash. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où ces gens-là, en l'occurrence, ils utilisent du Tether. Parce que Tether, c'est cool, c'est comme du dollar, mais techniquement, c'est privé. Alors les États-Unis sont contents parce que ça leur permet de garder l'hégémonie du dollar à travers la planète, mais ils ne sont pas contents parce que ce n'est pas eux qui le dirigent et que Tether, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais en même temps, Tether, ils achètent les bons du trésor. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour l'instant, c'est une situation de statu quo, mais ce n'est pas forcément top. Et le futur, c'est qu'un jour, ils veulent squeezer Tether et puis ils leur disent, bon, maintenant, quand on vous dit de bloquer tel compte ou quand on vous dit de rajouter telle règle, vous êtes obligé de le faire. Et Tether va se retrouver dans une situation où soit ils ne peuvent plus faire du dollar, soit tout le monde va en tôle, soit ils appliquent certaines règles. On l'a déjà vu, ils ont déjà censuré des comptes, ils ont déjà censuré des adresses. Donc ça c'est un gros problème. Et c'est un gros problème, pourquoi? Parce que ce n'est pas la Fed qui le dit, ce n'est pas la BNS qui le dit, c'est un type que personne n'a élu, dont tout le monde s'en fout, mais qui donne un peu des ordres à toutes les banques centrales du monde. Mais il est en Suisse. Donc ça, c'est assez rigolo. Alors, que dit la BNS par rapport aux monnaies numériques de banque centrale? Vous l'avez tous lu dans les journaux, la BNS, elle dit « on ne veut pas faire de monnaie numérique de banque centrale pour le retail ». Donc, ils ont fait une monnaie numérique de banque centrale pour les banques. Donc, ça, c'est Helvetia 3. Ils sont en train, enfin, ils l'utilisent déjà.
Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, si je suis à UBS et puis j'envoie de l'argent à quelqu'un qui est chez Raiffeisen, en fait, l'argent que j'envoie, il ne va pas bouger directement. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, il y a UBS qui dit « Moi, je t'ai envoyé plein d'argent ». Et Raiffeisen qui dit « Moi, j'ai reçu plein d'argent, mais je t'ai aussi envoyé plein d'argent ». Ils font le décompte, ils regardent qui c'est qui doit à qui, et puis ils se font comme ça le settlement. Donc aujourd'hui, ce settlement, l'idée, c'est de le faire aller plus vite, moins cher, plus efficace. Peut-être au lieu de le faire tous les mois, ils le font toutes les semaines. Au lieu de le faire toutes les semaines, ils le font tous les jours. Et puis, c'est ce qui permet de faire des choses comme Twint, qui sont, ou les cartes de débit par rapport aux cartes de crédit, c'est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on a la technologie pour le faire. Donc ça, c'est l'idée de la monnaie numérique de banque centrale, où en fait, la BNS dit, on va utiliser ces technologies parce qu'on trouve que c'est intéressant. Tout le côté Bitcoin, tout ça, on trouve que c'est bien. Mais on veut que ça soit 100% centralisé et on veut qu'on soit juste entre nous. Parce qu'on n'a pas besoin que ça soit les vrais gens. Donc, ça, jusque-là, c'est pas mal et c'est assez rassurant d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils nous disent, on va continuer à faire du cash, on va continuer à faire que ce soit les banques commerciales qui font la monnaie et puis vous vous occupez avec elles. Le retail, c'est le retail et entre nous, on fait notre business. Moi, ça ne me dérange pas, ils peuvent faire leur business comme ils veulent, de toute façon, ça ne me touche pas. Par contre, ça, c'est un membre de la direction générale qui était à Lugano, plan B, l'année dernière. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais en fait, la banque centrale, elle va continuer à faire des billets de banque, parce que c'est son boulot, ça va bien, puis ça va chez les gens. Et puis les banques, elles vont continuer à faire de la monnaie virtuelle, qui n'existe pas, comme elles font, parce que ça fonctionne bien. Puis en même temps, il y a quand même les gens qui font des stablecoins. Donc en fait, ce qui pourrait être pas mal, ce serait que les gens qui font des stablecoins, ils fassent de la monnaie, comme les banques. Mais en fait, ça serait un stablecoin, ça ne serait pas vraiment de la monnaie de banque centrale. Mais en fait, ça serait quand même une espèce de monnaie numérique qui serait liée à la banque centrale, mais ça ne serait pas une monnaie numérique de banque centrale. Et puis potentiellement, puis là, il continue dans son discours, c'est très intéressant ce bonhomme, il dit, mais en fait, ces gens-là, qui sont des banques, ben, ils ont déjà des licences pour faire de l'argent. Et ils font déjà de l'argent électronique, puisque 90% de l'argent du franc suisse, il est électronique, il n'existe pas en papier. Donc ces gens-là pourraient faire en fait un stablecoin, c'est-à-dire ils pourraient faire une monnaie numérique dans laquelle ils pourraient rajouter des conditions, si vous l'utilisez beaucoup, vous avez un bonus, etc. Donc l'idée, c'est aussi toujours de rentrer un peu en compétition avec les moyens de paiement, les réseaux de paiement comme Visa, Mastercard, par exemple. C'est pour ça que Twint a été inventé. Et puis, à un moment, il dit, mais en fait, ces deux-là, finalement, ça va devenir qu'un seul. Vous aurez Tether et Raiffeisen, et puis ils feront de la monnaie, et puis chacun fera sa monnaie, et puis les deux rendront des comptes à la banque centrale. Alors vous me dites, bon, théorie de conspiration, je le connais. Ça, c'est un article co-signé par le même monsieur, qui nous explique ce qui se passe avec le jeton en francs. Et puis ça, c'est la Société des banquiers suisses. Si vous connaissez une banque, elle est dans cette association. Toutes les banques suisses sont dans cette association. Et ils nous parlent de ce qu'ils appellent le jeton de monnaie scripturale. En gros, c'est la CBDC privée. Donc, c'est ça vers quoi on va. Est-ce que c'est une attaque sur Bitcoin? Indirectement, potentiellement, oui. Est-ce que c'est bon pour les gens? Je ne peux pas dire. Ils se sont penchés sur la question. Moi, je ne suis pas, ils sont tous méchants. Mais la question, c'est est-ce que ça va être bon pour moi? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment, ils vont me dire, vous avez dépensé trop d'essence, vous ne pouvez plus acheter de la viande? Vu comment c'est parti, je pense. Est-ce qu'à un moment, ils vont me dire, vous avez fait vos 50 vaccins contre le Covid, mais vous n'avez pas encore fait le 51e, donc jusqu'à que vous le fassiez, vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous? Enfin, vous pouvez, mais vous ne pouvez plus rien faire avec, vous n'avez plus d'argent. Alors, en même temps, il y a des gens qui font des autres initiatives populaires sur le fait de garder le cash. Parce que le cash, c'est super important. Donc, on est un peu tous dans le même bateau. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire tout le monde est méchant, mais je pense que la Banque des règlements internationaux et le WEF n'ont pas à décider pour notre pays de ce qui se passe. Je pense que c'est important de changer la Constitution pour être sûr que ils ne puissent pas nous empêcher de faire des choses qui sont dans la Constitution ou nous obliger à faire des choses qui sont dans la Constitution. L'inverse est dans la Constitution. Donc voilà, ça, moi, je me préoccupe un petit peu. Et puis, il y a une autre attaque, et puis c'est là où je vous parlais de la bombe à retardement, qui est un peu une attaque indirecte. Ça, vous l'avez entendu, il y a Trump qui fait des promesses,
Ça, vous l'avez entendu, il y a la sénatrice Lumis qui fait un projet de loi. En gros, ils sont en train de dire, et si on imprimait du dollar pour s'approprier plus de Bitcoin? Dans un premier temps, on a déjà des Bitcoins, mais légalement, on n'a pas le droit de les mettre dans la trésorerie, puisqu'ils ont été saisis dans des opérations illégales, etc., quand ils ont arrêté des gens, etc. Donc ça, déjà, on va les récupérer. Donc ça, bon, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas hyper moral de dire on a arrêté un criminel, il venait de faire un cambriolage, donc maintenant tout ce qu'il avait dans son sac, ça appartient à la police. Bon, c'est les États-Unis, hein, ils font, voilà. Mais la prochaine étape, c'est qu'ils disent on va imprimer du dollar et on va acheter. Je vous ai pas. D'accord. Donc le fait de dire on va commencer à acheter du Bitcoin, ce qui est rigolo avec les États-Unis, c'est que les États-Unis, ils ont une dette qui est comme ça. Et en même temps, ils disent on va acheter du Bitcoin. Ils vont l'acheter avec quoi? Avec quel argent? Ouais, les impôts. Mais non, pas les impôts, ils vont l'acheter avec de la dette. Donc en fait, ils vont simplement imprimer du dollar, ils vont aller sur les marchés, ils vont acheter du Bitcoin. Et puis en fait, le Bitcoin, il se vend en dollars. Donc le prix par rapport au dollar, en fait, il va continuer à augmenter, mais eux, ils en auront de plus en plus. Donc la dette va faire comme ça, donc les intérêts de la dette vont faire comme ça, donc ils vont imprimer pour pouvoir payer les intérêts de la dette. Mais en même temps, ils s'en foutent parce qu'ils vont payer les intérêts de la dette basés sur le. Bref, au bout d'un moment, le Bitcoin est à 50 millions de dollars, le Satoshi, et la Suisse, elle fait quoi? Dans ce cas-là, elle ne peut pas vraiment imprimer du dollar. Et elle n'a pas envie de faire la même chose que les États-Unis parce que ce n'est pas très pérenne comme situation. Pour la Suisse, ça serait pas, c'est pas jouable, quoi. Donc les États-Unis peuvent se permettre de faire ça. C'est un jeu qui est un peu dangereux, hein. Ils ne vont pas le faire comme. Enfin, j'exagère un petit peu quand j'en parle, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui les retient d'imprimer du dollar pour acheter du Bitcoin. Le jour où ils décident de le faire, ils le font, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Juste pour savoir, vous avez entendu parler de la guerre qu'il y a eu en Afghanistan pendant 20 ans? Vous savez combien elle a coûté? Ça vous dit quelque chose? 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans? 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans. Alors, ce n'est pas de l'argent qui est jeté à la poubelle, il n'est pas brûlé. Ils ont acheté des pneus, ils ont acheté de l'essence, ils ont payé des salaires, ils ont acheté des bagnoles ou des 4x4, des tanks, des avions, des munitions, des calepins, des stylos, tout ce qu'on veut. Donc ça fait marcher l'économie américaine. Mais 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans, parce que on est dans une guerre infinie. Les États-Unis peuvent se permettre ça. Donc techniquement, s'ils veulent acheter 300 millions de dollars de Bitcoin un jour, une fois, c'est une goutte d'eau. Donc voilà, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Puis il y a la suite. La suite, c'est que il y a l'Éthiopie qui a dit, nous, tout le monde nous dit, si vous avez de l'hydraulique que vous n'utilisez pas, vous n'avez qu'à miner avec, on mine. Le Bhoutan, là, en l'occurrence, depuis 3 jours, le prix de 750, il a dépassé le milliard maintenant. Donc c'est entre un tiers et presque la moitié de leur PIB, puisque c'est un pays qui est relativement pauvre. Et les mecs, ils minent. Et en l'occurrence, ils continuent à miner. C'est-à-dire que c'est pas, ils ont miné une fois et puis ça s'est arrêté. Ils ont une tonne d'eau, ils ont des barrages au fil de l'eau qui marchent, ils ont beaucoup d'électricité quand ils ont du surplus, et ils minent. Et ils ont les machines, ils ont le savoir-faire, ils ont la tech, ils ont les gens, et ils minent, et ils sont hyper discrets, parce qu'on entend beaucoup parler du Salvador, on n'entend pas du tout parler du Bhoutan, et le Bhoutan, en fait, maintenant, ils ont 1 milliard de réserves en Bitcoin, ils font ce qu'ils veulent avec. Pardon? Non, 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 non. Non, non, ils ont 1 milliard. Ils ont 1 milliard. Non, non, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Non, non, mais là ils ont 1 milliard. Non, non, mais c'est pour dire à quel point leur PIB est bas. C'est un tout petit pays. Ils sont moins d'1 million. Ils sont dans les montagnes. Ils ont beaucoup d'ambition. C'est des gens incroyables. Mais en même temps, voilà, pour l'instant, ils sont très très pauvres. Ça fait partie des pays pauvres. Mais en même temps, ça fait partie des pays pauvres qui ont une expérience dans le minage, dans le stockage, dans l'accumulation du Bitcoin, dans la réflexion autour du Bitcoin, où ils sont à des années-lumière de la Suisse. Tout en restant discret. Donc voilà, moi je vois ce qui est en train de se passer. La prochaine étape, c'est il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Les États-Unis disent oh là là, on ne peut pas laisser faire, il faut qu'on se réveille. D'un seul coup, ils poussent la machine, et puis le Bitcoin est à 50 milliards. On est tous riches, mais la Suisse est dans une situation un peu délicate. Et ça, moi, ça me préoccupe parce que je vis là.
C'est-à-dire que moi, je suis super riche, mais si mon franc suisse, il se casse la gueule et que l'économie suisse, elle ne fonctionne pas et que les gens perdent tous leur travail, bah, j'ai beau être très très riche, je ne vais pas être très content. Donc voilà, on vit quand même dans un écosystème assez délicat. Et puis le dernier truc, alors maintenant je vais faire un peu une touche un peu plus légère. Est-ce que vous savez qui c'est ce bonhomme? Alors c'est Satoshi Nakamoto. Non, c'est pas lui. Ceux qui ont leur téléphone sont en train de tricher. Ce bonhomme, c'est quelqu'un qui est surnommé le roi du thon, de Tuna King. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc qui est très très simple. À la base, c'est un restaurateur. Il a plusieurs restaurants. Il a une chaîne de restaurants de sushi au Japon et d'autres restaurants. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va à la première enchère du 1er janvier au marché de Tokyo, où on vend le premier thon de l'année. Et il paye 10 fois plus, voire 100 fois plus que le prix du marché. Et il fait une enchère de malade mental et il achète 3 millions pour un thon qui normalement vaudrait 300 000 balles. Mais il s'en fout, il paye 10 fois plus. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'être... Il est au Japon, hein. Il a des restaurants au Japon, il n'a rien à voir avec... personne ici l'utilise. Il est dans le 20 minutes, chez nous, il est dans Reuters International, il est dans le New York Times, il est dans le Matin, il est sur France Info, il est partout. Au Japon, il est sur toutes les télés, dans tous les journaux pendant une semaine. Parce que les gens disent « Ouais, c'est le Tuna King, il a acheté le thon le plus cher. » Chaque année, il dépasse l'enchère de l'année dernière, de lui-même, pour dépasser son propre record. Le fait qu'il soit dans tous les journaux, et alors évidemment plus au Japon, parce qu'à l'international, on s'en fout un petit peu, mais c'est quand même important de se rendre compte que ça va jusqu'à l'international, ben, ça lui donne une campagne de pub qu'il ne pourrait jamais se payer. Il ne pourrait jamais être aux 20h interviewé au journal. Mais s'il voulait acheter une campagne de pub, la même campagne de pub lui coûterait plus cher que les 3 millions. C'est ça l'idée. Donc lui, il va jouer la carte de « je fais un coup », du coup tout le monde le connaît. Au Japon, tout le monde connaît sa gueule. Si j'avais fait la même chose, si j'avais dit ça, et qu'il y avait des Japonais dans la salle, ils disaient « bah oui, c'est lui, tout le monde le connaît ». Tous ces restaurants, il y a une effigie de lui, il y a une statue où il est comme ça. C'est genre, bah venez, on va manger du thon. Et dans toutes les interviews, on lui dit, mais le thon, il est hyper cher, vous l'avez payé beaucoup trop cher. Vous allez le découper, vous ne pouvez pas le vendre pour rentabiliser le thon que vous avez acheté. Il dit, mais non, mais moi, je ne veux pas rentabiliser. Ben, c'est la vie. Hein. Moi, je ne veux pas rentabiliser, moi, je veux juste... Non, non, rien. moi, je veux juste que mes clients, ils aient le meilleur thon. Donc, le premier thon de l'année, c'est quand même le meilleur thon. Et moi, je suis prêt à dépenser de l'argent pour que mes clients ils aient le meilleur thon. Je veux que mes clients ils soient contents et qu'ils commencent bien l'année. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que la stratégie de Bitcoin de la Suisse soit équivalente à ce bonhomme. J'aimerais que le reste du monde, j'aimerais qu'aujourd'hui, au Salvador, il y a des gens qui sont dans une situation où on leur dit c'est monnaie légale, vous pouvez en avoir, votre famille peut vous en envoyer, ça va vous économiser de l'argent, etc., des frais. Et ils disent ouais, mais moi je ne comprends pas bien, puis je ne suis pas sûr. Et puis d'un seul coup, bah, dans un journal au Salvador, ils vous mettent la Banque nationale suisse n'est pas opposée à acheter du Bitcoin. Ou la Banque nationale suisse se questionne à acheter du Bitcoin. Ou le peuple suisse a voté, la Banque nationale suisse va acheter du Bitcoin. Cette personne-là au Salvador, ou au Nigeria, ou au Liban, ou en Turquie, ou au Venezuela, ou partout sur la planète, va voir ça et ne va pas pouvoir dire « ouais, mais c'est un petit pays de rien du tout. On s'en fout, c'est pas vraiment un pays souverain. » Ils vont dire « ah, mais si la Suisse le fait, ben moi je le fais. » Moi, je sais que derrière, la Suisse me valide mon choix que Bitcoin, ce n'est pas un truc de spéculateur, de crypto-bro. Si la Suisse le fait, c'est qu'on ne va pas brûler la planète, blablabla, blablabla. Oui? Alors, oui et non. Le problème de l'Amérique, c'est que Donald Trump, si on regarde un petit peu, il faut lire un peu entre les lignes, Donald Trump, c'est le nouveau Hitler. Et quand ils disent Donald Trump a dit que, ils ne disent pas Donald Trump a dit que ça va être bien pour les États-Unis. Ils disent Donald Trump a dit que parce que les crypto-bros, parce que l'environnement, parce qu'il s'en fout, il ne veut pas être à la COP 29, parce qu'il est climato-sceptique, parce qu'il s'en fout, parce qu'il a été élu, mais en fait, il a été élu en faisant la peur et le populisme. Ce n'est pas une bonne image pour Bitcoin. La Suisse, c'est la Suisse. C'est ça l'idée.
Moi, j'aimerais que la Suisse le fasse parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Donald Trump sur toute la planète. Personne ne connaît le président de la Suisse ou la présidente. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme aujourd'hui. Mais par contre, tout le monde sait que la Suisse, c'est neutre, c'est sain, c'est propre, c'est respectueux, c'est calme, il y a un bon service, on a des montagnes, on est à l'ancienne, on a la démocratie. Si on arrive à faire ça dans le cadre d'une initiative populaire, déjà les Suisses ne savent pas comment marche une initiative populaire, le reste du monde n'a aucune idée comment marche une initiative populaire, mais l'idée c'est de dire c'est le peuple qui a décidé. C'est le peuple qui a proposé, c'est le peuple qui a décidé. Et aujourd'hui, la BNS, qui est un truc entre guillemets anonyme, parce qu'il n'y a pas un culte de la personnalité en Suisse, se positionne par rapport à Bitcoin en disant c'est quelque chose qui est bien, comme l'or. Et dans le texte de loi, Bitcoin et l'or, ils sont ensemble dans le même article. C'est cette approche-là que j'aimerais avoir. Moi, ça me dérange que Trump ait fait son effet d'annonce, parce que s'il ne va pas jusqu'au bout, ou s'il fait les choses à moitié, ou si demain il dit ouais, mais Dogecoin c'est cool, parce que là c'est un peu la blague qu'ils sont en train de faire avec Elon Musk, ben en fait les gens vont dire ouais, mais c'est Trump quoi. Et puis à partir de ce moment-là, on repart 5 ans en arrière. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, le comité d'initiative, il a été constitué. On est un groupe, alors on est en train de rajouter encore 1 ou 2 personnes parce que par exemple on n'a pas de femmes et puis ça nous dérange de ne pas avoir au moins une représentation féminine. C'est pas cool, ça présente mal. Mais l'idée c'est qu'on est un groupe de jeunes, vieux, suisse-allemand, suisse-roman, suisse-italien, banque, pas banque, politique, pas politique. Par contre, on est dans aucun, on ne représente et on est représenté par aucun parti politique. L'idée, c'est justement de ne pas faire un truc gauche-droite ou de faire un truc allemand-roman ou de faire un truc jeune-vieux. L'idée, c'est de dire, ben, on est un groupe de gens qui représentons la populace, puisqu'il y a plein de gens et que Bitcoin touche tout le monde. La préparation pour l'examen préliminaire, ben, maintenant, elle est dans leurs mains, donc on attend. Officiellement, on a déposé, maintenant on attend qu'ils vérifient tout, qu'ils vérifient que les traductions sont bien les bonnes traductions, etc. Et puis la suite, ben, en fait, on va faire une association, ce qui va nous permettre aussi d'avoir, parce que il faut que les gens qui ont envie de nous soutenir, mais qui n'ont pas envie de nous soutenir en étant impliqués comme des fous, bah, qui puissent juste nous aider un petit peu pour faire ceci, cela, une traduction, un site web, je sais pas, n'importe quoi, retweeter des choses. Donc l'idée, c'est effectivement, voilà, on va faire à un moment une association aussi dans le cadre de donations, puisque en théorie, ça j'en ai pas du tout parlé, mais en théorie, une initiative populaire, ça coûte de l'argent. On va essayer de garder les frais le plus bas possible, parce que le but, c'est justement de ne pas être à la merci de quelqu'un qui nous soutient financièrement et qui donc va commencer à tirer les ficelles, que ce soit un parti ou que ce soit une entreprise. Mais voilà, de toute façon, à un moment, il faudra dépenser de l'essence, des timbres, du papier. Donc voilà. Et dans le cadre de ça, bah, si on a envie de recevoir des donations, même si c'est à coût de 5 francs, ben, si ça rentre dans mon compte en banque, ben, ça devient un peu bizarre. Je vais payer les impôts dessus et en plus, ben, c'est pas très normal. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on ait un truc un peu séparé, et d'autant plus qu'on est dans le Bitcoin. Donc si on a envie de faire les choses correctement, on fait un multisig, et ceci et cela, on fait les donations en Bitcoin, et ceci et cela. Et là, on est en train de se pencher dessus avec un avocat, justement pour être sûr qu'on fait les choses dans les règles. Le but, c'est pas de se faire attaquer en disant « Ah, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire, ils ont dépassé, parce qu'ils essaient de contourner les règles, etc. » Voilà. Et donc, c'est quoi la suite? La suite, en fait, elle va être très très simple. Donc, on a fait un site web qui, pour l'instant, est un squelette. Il est très moche, mais ça vous permet d'avoir le lien vers le Twitter, le groupe Telegram, etc., etc. La suite, c'est il va nous falloir des signatures. Alors, pour avoir des signatures, il faut que ce soit des gens qui sont suisses, qui votent, pardon, pas qui sont suisses, mais qui votent fédéral, parce que je pense qu'il y a des Suisses qui n'ont pas le droit de vote. Mais en tout cas, il faut que ce soit des gens qui ont le droit de vote fédéral. Mais par contre, ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas voter peuvent quand même faire signer leurs collègues, leurs familles, leurs amis, s'ils sont suisses. Et puis de la même manière, ils peuvent aussi faire en sorte que le message va être partagé, parce qu'on peut être américain résident en Turquie, si on a 1 million de followers sur Twitter, ben c'est vachement utile. Parce que ça va à un moment, on va toucher des Suisses
qui ont le droit de vote fédéral et qui vont pouvoir signer. Et puis, ben, en fait, ces gens-là peuvent aussi nous aider à dire, si vous avez 1 million, parce que moi, je n'ai pas 1 million de followers, mais je connais quelqu'un qui a 1 million de followers, donc moi, je vais aller voir cette personne, moi, je ne suis pas suisse, lui, il n'est pas suisse, mais je peux aller le voir en lui disant, il faut que tu aides, parce qu'en final, c'est quelque chose qui va être positif pour tous les bitcoiners. Donc aujourd'hui, ben, on approche des bitcoiners qu'on connaît, qui sont en Allemagne, aux États-Unis, etc. Ils ont tous envie de nous aider, ils savent qu'ils ne peuvent pas voter, ils savent qu'ils ne peuvent pas signer et qu'ils ne pourront pas voter ensuite, mais par contre, ils peuvent nous aider simplement à transmettre l'information, à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui viennent sur le groupe Telegram, qu'il y ait plus de gens qui suivent sur Twitter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et puis, si vous avez d'autres questions ou des remarques, ou que vous trouvez que c'est une foutaise, ben, vous pouvez me le dire. Je me présente. On se connaît déjà. Jérôme Bailly, je suis vice-président de Crypto Valley Association. Si ça vous intéresse, on peut en parler après. Nous, on se connaît déjà très bien. Donc, félicitations. Franchement, c'est vraiment intéressant de t'écouter. Une super heure. J'ai appris aussi beaucoup de choses. J'espère. J'ai l'impression qu'il y a énormément de travail sur ces 5 à 7 années. Est-ce que finalement, votre objectif, c'est pas de faire une très grosse opération de communication? Oui. Parce que, in fine, on le voit, rajouter 2 mots, c'est plus un symbole qu'autre chose. Ça va pas changer, ça va pas les forcer. Ils seront pas contraints d'acheter Bitcoin. Alors, ils seront contraints d'acheter un Satoshi, si c'est voté. Si c'est voté, Ok. Reviens sur ton premier slide où justement, c'était intéressant. l'article de loi, Ouais. l'article de loi, c'est Voilà. Ah, il y a doigt. Doigt. Ok, doigt. Ok. Donc, ils doivent acheter, mais ça peut être il n'y a pas de min il n'y max. a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, etc. Alors, On est d'accord, c'est vraiment une grosse opération de com pour éduquer tous les Suisses et plus loin. je vais essayer de ne pas répondre en 1 heure, mais il y a plusieurs réponses. La première réponse, la réponse courte, c'est oui. C'est clairement une grosse opération de communication. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, parce qu'il y a, c'est ça le truc, c'est communication, marketing, promo, vente, c'est pas la même chose. Moi, je m'en fous de pumper le Bitcoin. Le Bitcoin, il se pumpe tout seul. Les gens, et on en a parlé, les gens qui disent le Bitcoin pump à cause de Trump, parce que l'élection de Trump, le Bitcoin, il pumpe depuis 15 ans non-stop, on s'en fout de Trump. Il va pumper tout seul. Des fois, il va être boosté par certains événements par rapport à d'autres. Des fois, il va se casser la gueule parce que c'est la fin d'un cycle. Mais j'ai pas besoin de pumper du Bitcoin. Moi, à la limite, moins il est cher, plus j'en achète. J'ai pas besoin. Donc, l'idée, c'est pas de promouvoir Bitcoin dans le sens de le pumper et de le positionner pour que ça soit cool. Par contre, oui, c'est une grosse opération de communication parce que j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui soient moins dans le flou artistique et donc dans les préjugés et donc dans les narratifs de gens qui sont anti-Bitcoin, etc. Donc ça, c'est la base du truc. Et effectivement, si on le regarde ici, bah, c'est vraiment le premier truc. D'ailleurs, on peut voir que ça a déjà marché. J'étais vraiment impressionné par Mais bien sûr. les retours presse que tu as eu. Mais c'est énorme. C'était quand il y a 1 an ou quelque chose. Oui. Il y a, alors, T'es parti. Là, T'es humble, mais t'as pas mis de screenshot. Mais c'était vraiment, il y avait tous les médias. 2021, tous les médias. 2022, tous les médias. 2024, tous les médias. Ouais, non, mais c'est énorme. Là, on a posté une photo, parce que hier, on était à Berne, le comité, c'était la première fois qu'on se rencontrait tous en même temps physiquement. Parce que sinon, on fait tout en ligne. On a posté ça. D'un seul coup, il y a tout le monde qui hey, il faut qu'on en parle, qu'est-ce qui se passe, machin, tout le monde qui nous envoie les messages, où c'est que je signe, etc. Donc oui, l'idée, c'est justement de surfer cette vague de tout le monde a envie de parler de Bitcoin, en bien ou en mal, pour essayer de faire passer un message qui est plus éducatif et plus intéressant. Oui. Ah oui, pardon. C'est un petit peu aussi pour prolonger la question, c'est que cette initiative, elle est incroyable. C'est un petit quelque chose, mais c'est incroyable. Mais en fait, en réalité, je sais, elle a peu de chances de réussir en fait, Oui. quand on y réfléchit. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, tous les Suisses
vont devoir voter sur ça et au moins se poser la question de comprendre un minimum Bitcoin. Enfin, en tout cas, se poser la question de qu'est-ce que c'est ce Bitcoin. Tout à fait, C'est ça qui est beau, en fait. tout à fait. Mais Alors, en fait, elle a peu de chances de réussir, je pense. ça, c'est si On on sait part. pas, on sait pas. Voilà, ça, c'est C'est si on vrai, part c'est du vrai. principe qu'on a déjà les 100 000 signatures. Ouais, c'est ça. Première étape, c'est les 100 000 signatures durant lesquelles il faut qu'on communique comme des salauds. Puisque ça va être la première étape. Alors, on y arrive. En vrai, on n'arrivera pas à convaincre des non-bitcoiners. On n'arrivera pas. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est cool de le faire. Si on peut faire le marché pendant l'été, c'est super sympa. Mais on n'arrivera pas. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont un truc qui dit il faut faire un cessez-le-feu à Gaza. Et les gens qui passent et qui font ah alors qu'on leur demande même pas une signature, on leur demande vous avez envie qu'on en parle 5 minutes parce que ça serait quand même cool que juste on en discute pour que vous sachiez ce qui se passe. On peut être pour, on peut être contre, on peut être pro-Israël, on peut tout ce que tu veux. Mais les gens aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, ils s'en foutent. Si j'essaye de leur dire est-ce que vous voulez que je vous orange peel pendant une demi-heure sur un machin dont vous partez avec un monstre préjugé négatif parce qu'on vous a vendu que c'était une grosse escroquerie et un Ponzi, c'est impossible. En revanche, et ça tu as les chiffres, il y a beaucoup de gens qui ont du Bitcoin ou du crypto en Suisse, qu'ils soient suisses ou qu'ils ne soient pas suisses. Ils ont tous une famille à qui ils parlent de Bitcoin toute la journée. Ils ont tous des collègues à qui ils parlent de Bitcoin toute la journée. Ils peuvent aller avec une petite feuille qu'ils ont téléchargée en PDF. Ils la font signer manuellement. Ils mettent un timbre, ils nous l'envoient. 100 000 personnes, c'est facile. Par contre, il faut l'organiser. Il faut le faire correctement, mais il faut l'organiser. Le vote, moi, alors on n'est pas tous d'accord dans le comité. Le vote, moi je pense que c'est impossible. Mais si le vote c'est dans 5 ans, il y a au moins le bull run, le prochain là. Il y a celui d'après. Et entre-temps, il y a Trump qui a fait une réserve d'1 million. Entre-temps, il y a le Bhoutan qui a décidé de devenir Dubaï. Entre-temps, il y a 5 autres pays qui se sont positionnés parce qu'eux peuvent le faire, parce que c'est des autocraties, donc ils prennent des décisions sans demander l'avis à personne. Et d'un seul coup, ils disent on achète à la micro-stratégie. Entre-temps, l'ETF, il fait déjà des vagues, il va faire encore plus de vagues. Et au bout d'un moment, en fait, les Suisses, ils en auront tellement entendu parler que même la BNS, elle dira non, mais vous savez, en fait, votre initiative, vous pouvez la retirer parce que de toute façon, on en achète, on en a déjà une tonne. C'est là où on rentre dans la théorie de conspiration. Moi, je pense qu'ils en ont déjà. Je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Je pense qu'ils savent que, de la même manière qu'ils disent on ne veut pas faire de vagues, il y a tellement de banques en Suisse qui peuvent leur rendre service. Non, secret bancaire. Aujourd'hui, si tu bosses chez Signum et c'est toi qui es en charge du comité machin, et en l'occurrence, en plus, ils ont fait un machin, tu signes avec ton sang. Hein, tu bosseras plus jamais dans la banque suisse. Hein. Donc, moi, je pense, maintenant, dans 5 ans, de toute façon, entre maintenant et dans 5 ans, la BNS, elle en achète. Elle va commencer par l'ETF, après elle va faire un peu de ceci, après elle va faire un peu de cela, après elle va faire un appel d'offres en disant on a 5 banques en Suisse qui vont nous servir de machin, et puis on va le faire un peu correctement, évidemment. Et à la fin, l'initiative elle-même, c'est même pas qu'elle passe ou qu'elle passe pas, c'est qu'elle devient obsolète. Maintenant, est-ce que c'est important que ça soit dans la Constitution? Ça se débat. Mais si elle devient obsolète et qu'on continue à pousser et qu'on dit mais vous savez quoi, on la retire, vous faites passer le machin, vous passez pas par une initiative, vous demandez pas au peuple, pif paf, merci, on change la Constitution ou on rajoute un addendum, machin, je sais pas exactement comment ça marche. Ils le font, tout le monde est content et puis ça passe. Ou alors ils disent on le fait voter, mais la Confédération donne un préavis positif. Et puis, il y a la gauche et la droite qui disent oui, non, mais c'est bon, on considère que c'est pas mal parce que c'est bon pour le franc suisse. Et puis, Madame Michu, elle va arriver, elle va dire oui, on m'a dit de voter oui, je vote oui. Quoi. On n'aura même pas besoin de faire des posters. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on se préoccupe maintenant de combien de millions on va devoir dépenser pour faire des posters. Parce que la vraie première étape, c'est surtout d'avoir les signatures. À partir du moment où on a une signature, on existe réellement, on a commencé. À partir du moment où on a 100 000 signatures, on est une vraie initiative populaire qui a déposé son dossier et tous les partis politiques et tous les politiques et tous les médias et tout le gouvernement doit avoir une opinion et ne peut pas dire ça ne m'intéresse pas. C'est ça qui devient intéressant. Maintenant, il faut partir du principe que c'est comme Bilag. Hein. On fait le machin, tout le monde est pour, mais ça ne passera pas. Oui.
Tiens, le timing, le calendrier, maintenant, comment... Donc le timing, en ce moment, on est dans la phase de préparation. Dès qu'ils nous ont répondu comme quoi le dossier est acceptable, bah, en fait, on remplit un formulaire. Il y a un truc qui est un tout petit peu complexe qu'il faut qu'on fasse correctement, c'est la feuille de signature elle-même, parce que la feuille de signature doit être validée aussi avec le dossier, pour pas que tu puisses dire est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent, ou est-ce que vous voulez n'importe quoi, puis tu l'écris en tout petit, puis après en gros, tu écris et gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc ça, c'est vachement important parce que la liste de signatures, une fois que ça a été validé et que c'est passé dans que ça a été publié dans la feuille fédérale, on ne peut plus la changer. On ne peut plus changer le comité, on ne peut plus changer les feuilles de signature. Tout a été tamponné, on ne peut plus rien changer. Et à partir de ce moment-là, il y a les 18 mois. Donc les 18 mois, ben, ça va être 1 an et demi de communication pour essayer de récupérer le plus de signatures. Au fur et à mesure qu'on les reçoit, on les envoie dans les communes pour les faire valider, pour pas qu'on envoie tout d'un seul coup, parce que ça va mettre du temps. Ensuite, on les reçoit, elles ont été tamponnées. Là, on les accumule et à la fin, on va à Berne et on amène le tout. Ça, c'est 18 mois à partir de dès qu'on commence. Je pense que ça va être, je pense pas que ça va être avant la fin de l'année, mais j'espère, parce que ça peut aller assez vite vu que c'est un projet qui est très simple. Donc potentiellement, ils nous acceptent et puis on démarre en décembre. Sinon, bah, je pense que ça sera janvier, quoi. Parce que ça va, quand c'est 4 mois, c'est quand c'est vraiment un truc qui est compliqué, où ils disent voilà, on va changer la politique énergétique de la Suisse et on va tout changer, etc. Et là, il y a des initiatives où ils rajoutent quelque chose et ils enlèvent quelque chose et ils changent quelque chose dans un autre article pour pas qu'il y ait des conflits. Bon, là, ça devient vraiment compliqué et il faut faire dans toutes les langues et il faut aller voir des experts en droit constitutionnel pour être sûr de comment ça marche. Là, en l'occurrence, on rajoute 2 mots. En théorie, la réponse devrait venir vite. Et en vrai, ils sont très, très, très réactifs. Quand je les contacte, moi, je reçois un email le lendemain maximum, des fois le même jour. Et une question follow-up, juste. Oui. Tu as mentionné qu'après, tu veux que les gens y aident, peut-être à parler, faire signer les autres. Comment les gens qui veulent aider avec ça, qu'est-ce que tu as planifié pour qu'ils puissent aider? Ben, le code QR à la fin, ça va être newsletter. Donc, à un moment, on va faire une newsletter et puis, en fait, tous les gens qui nous ont donné leur adresse, on va les inviter s'ils ont envie de recevoir la newsletter, mais la plupart, j'imagine que oui. Et puis, bah, ça va être groupe Telegram, Twitter, faire le plus de distribution, voilà, distribution de bruit. Après, effectivement, le plus simple, c'est l'email, mais en même temps, tout le monde est bombardé d'emails, c'est pas hyper pratique. Et puis parfois, bah, ça a beaucoup plus d'impact d'être retweeté par Michael Saylor et Elon Musk que d'envoyer 1 million d'emails ou de mettre 1 million de petits flyers dans les boîtes aux lettres. Moi, j'aimerais qu'on évite de faire des flyers, parce que je considère que c'est de la paperasse qui sert à rien. Ceux qui bénéficient des flyers, c'est ceux qui les impriment, en fait. Et qui les distribuent. Alors, il y a des entreprises qui nous ont déjà contactés en disant oui, on peut vous aider à récupérer les signatures, à gérer les signatures, à faire des flyers. Et après, on leur dit ben ouais, en gros, fourchette, 4 millions. Ouais, voilà. Mais on va vous faire la promo, puis on va faire ceci, puis on va avoir les gens dans la rue qui vont faire signer. Le problème aussi, c'est que si ce n'est pas un bitcoiner qui est dans la rue, qui fait signer et qui orange pile pendant une demi-heure quelqu'un, si c'est un étudiant, l'étudiant, on va passer 5 ans à le former. C'est pas possible. Il ne peut pas répondre aux questions et quelqu'un qui va lui dire « Oui, mais c'est un Ponzi ». Et l'étudiant, il va faire « Je ne sais pas. Je suis payé 4 francs. Je ne sais pas quoi répondre. » Donc, de toute façon, on sait que si on doit faire les choses, il va falloir qu'on le fasse par réseau et qu'on ne pourra pas le faire avec la même économie d'échelle que si c'est une initiative normale qui est un truc genre est-ce que vous voulez bilag, est-ce que vous voulez la retraite, est-ce que vous voulez ce genre de choses. Une question. Puis après on va picoler. Alors juste l'avant-dernière, pour être optimiste, parce que là tu dis 18 mois, mais on ne sait jamais, ça se fait en 6 mois. Il n'y a rien qui t'a... Ah ben non, il n'y a rien qui nous empêche. Non, non. D'accord. Le 18 mois, c'est l'inverse. C'est de dire,
avant, vous n'avez pas le droit de commencer à récolter des signatures pour pas que ce soit un truc qui traîne pendant des années, qui ne sert à rien. Et puis après, à la fin des 18 mois, ils nous disent, bon, votre truc, il est sérieux ou il n'est pas sérieux. Si vous n'avez pas récolté les signatures, c'est fini. Basta. Ok. Ça n'empêche pas de relancer une initiative. Il y a des initiatives qui n'ont pas passé ou qui ont récupéré les 100 000 signatures, qui sont allées jusqu'au vote, qui ont eu un nom et qui relancent une initiative derrière, en changeant un petit peu, en disant bah, c'était pas le bon moment, etc. Maintenant, effectivement, si en 6 mois on a les signatures, rock'n'roll. Parce qu'après, pour être optimiste, il y a tous les bitcoins, Lausanne, Vienne et tout ça, Mais bien Neuchâtel. sûr. C'est un sacré levier, quoi. Ah, mais bien sûr, non, ça, j'en doute pas une seule seconde. Je pense que si tous les bitcoiners à Noël, là, ils vont voir leur famille, ils prennent une feuille et puis ils disent bonjour, tu peux signer. Et la famille va dire ah, mais je veux pas, mais si, je m'en fous, c'est bitcoin, c'est important. Ils signent. Ton cadeau de Noël, voilà. D'un seul coup, on a 10 000 bitcoiners, enfin, même 10 000 crypto-enthousiastes qui sont tous des bitcoiners quelque part au fond dans leur âme. Et puis d'un seul coup, ben, ils ont tous fait signer 10 personnes, on a 100 000 personnes. Hein. Je pense que ça, c'est pas la grosse difficulté. En vrai, alors par contre, ce qu'on m'a bien prévenu, c'est il faut compter 120 000 signatures, parce qu'en général, il y a une grosse proportion de signatures de gens qui sont considérés comme « Ah oui, mais il a déménagé dans les 6 mois, donc techniquement, il ne fait plus partie de cette commune, donc tac, c'est annulé. Ah ouais. » Voilà. Ils y vont prends franco. Quand 20% ils annulent, ils annulent. Quoi. Donc voilà. Mais en fait, bah, si on a 100 000 signatures, 110, 120, bah oui, dès qu'on les a, on dépose, hein, bien sûr. Parfait. Moi, j'ai une petite question, c'est par rapport à l'examen préliminaire, parce que tu as l'air bien confiant, mais à quel point ceux qui font l'examen connaissent Bitcoin? Parce qu'on parle de changer la constitution, des gens qui ne connaissent pas Bitcoin du tout, ça paraît gros, quoi. Donc, tu as l'air confiant, tu as eu des contacts comme ça avec eux qui... Alors, les contacts que j'ai eus, ils ne m'ont pas dit « bit quoi ?» Bon. Mais par contre, l'idée, c'est que une initiative, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle soit illégale, immorale, contraire à la constitution existante, mais contraire. Par contre, après, si on dit, on veut que ça soit... Bah, quand ils ont dit, on fait l'abolition de l'armée, je ne sais plus quand c'était, en 85 ou quoi, bah, en fait, c'était quand même un truc, c'était vachement gros comme système. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas anticonstitutionnel. D'accord. Ce n'est pas quelque chose où on dit on va tuer tous les blonds aux yeux bleus. Donc ça serait quelque chose. Toi, tu souris parce que tu n'es pas blond aux yeux bleus. Ouf. Mais voilà, ça serait quelque chose où ils vont étudier de dire mais est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est pas acceptable? Est-ce que finalement, ça peut être quelque chose qui pourrait être débattu parce que si toute la population est d'accord, blablabla. Et après, ils regardent, ils disent non, mais en fait, parce que ça va à l'encontre de l'article 1 qui dit tout le monde a le droit de vivre. Voilà. Donc ça, à ce niveau-là, ben, ils vont revenir. Maintenant, le fait qu'on dise, si à la place de or et Bitcoin, on mettait or et argent, ben, eux, ils s'en foutent, c'est la même chose. Après, en fait, et c'est ça aussi le truc avec l'initiative, c'est que la signature, c'est pas un vote. La signature, c'est « j'aimerais qu'on le vote ». Je pense que c'est suffisamment intéressant et important que ça passe au vote. C'est ça que la signature veut dire. C'est pour ça que quelqu'un qui dirait « mais moi, je ne veux pas que le Bitcoin soit dans la Constitution », et en l'occurrence, il y a des Bitcoiners qui m'ont dit ça. Et moi, je leur dis « mais on s'en fout, que toi, tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. La question, c'est est-ce que tu veux que je puisse le proposer au reste des Bitcoiners et des non-Bitcoiners de la Suisse ?» Et à ce moment-là, bah oui, effectivement, ça devient une autre question d'un point de vue démocratique, c'est le fait de dire on pense que ça devrait être quelque chose qui doit être débattu à l'échelle nationale. Et là, en l'occurrence, bah, l'idée de ce pré-examen, c'est justement de vérifier si c'est quelque chose qui devrait pouvoir être proposé au vote ou non. Mais après, ça ne veut pas dire est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'intérêt de la Suisse, par exemple. Eh bien, merci.